Je n'aurais jamais imaginé être celle qui raconterait cette histoire. Je n'aurais jamais imaginé que mon mari tomberait amoureux d'une femme à qui nous avions confié notre enfant. Mais la trahison ne demande pas la permission. Elle arrive, elle s'installe et elle détruit tout sur son passage. Les gens aiment dire qu'ils sauraient, eux, qu'ils verraient les signes, qu'ils ne se laisseraient jamais berner à ce point. Ils parlent de signaux d'alerte, d'intuition, comme si la vie suivait toujours un scénario logique, comme si la vérité se présentait clairement avant de frapper. La réalité est plus sourde que ça. Pour moi, ça n'a pas commencé par un rouge à lèvres sur une chemise ou un parfum étranger sur une écharpe. Il n'y a pas eu de numéro inconnu appelé au milieu de la nuit. Ça a commencé par une sensation. Un poids discret coincé sous ma poitrine. Une tension invisible dans l'air de mon propre appartement. Un regard qui durait une seconde de trop vers quelque chose que je ne voyais pas. Je me souviens très bien du dernier matin où j'ai cru que nous étions une famille normale. Le réveil a sonné à 7 heures. Notre fils, Louis, était déjà réveillé dans sa chambre, en train de chantonner le générique d'un dessin animé. La lumière passait à travers les volets à moitié fermés, dessinant des bandes pâles le long du mur. À côté de moi, Julien a grogné quelque chose d'incompréhensible, s'est tourné, m'a embrassé l'épaule et a marmonné qu'il lui fallait encore 5 minutes. Tout semblait banal, rassurant. Nous vivions dans un 3 pièces dans le 5e arrondissement de Lyon, un appartement un peu trop petit mais lumineux, avec une cuisine ouverte et un salon où les jouets de Louis envahissaient toujours le tapis malgré mes promesses de mieux ranger. Je me suis levée, j'ai préparé le café, j'ai sorti le pain de la veille pour le passer au grille-pain, puis j'ai fait le sac de Louis. Une compote, un petit sandwich au jambon, un morceau de fromage et ce petit mot plié que je glissais toujours dans sa boîte à goûter. Un mot simple, écrit vite fait, mais qui me semblait important. Je t'aime, ou je suis fière de toi, ou tu es mon champion. Des minuscules efforts pour qu'ils sentent ma présence même quand je n'étais pas là. Julien est arrivé dans la cuisine quelques minutes plus tard, chemise déboutonnée, ceinture à la main, cravate sur l'épaule. Il m'a embrassé sur la joue, a attrapé une tasse sans vraiment regarder, m'a demandé où était son dossier bleu. Sur la table, à côté des factures d'EDF, j'ai répondu. Nous évoluions l'un autour de l'autre avec l'aisance mécanique de deux personnes qui se connaissent depuis longtemps. Des gestes appris, presque automatiques. Un baiser au bon moment, une tasse de café tendue sans même y penser. Une remarque lancée en se croisant. Si quelqu'un m'avait demandé ce matin-là comment allait mon mariage, j'aurais répondu qu'il était bien. Pas parfait, pas idyllique, mais solide. Nous avions eu des périodes compliquées, des disputes à propos de l'argent, de la fatigue, de nos parents respectifs. Mais jamais je n'avais imaginé que la fidélité serait un jour un sujet. Nous avons descendu les 3 étages avec Louis, sa petite main dans la mienne, son cartable presque plus gros que lui sur le dos. Dans la rue, l'air sentait le pain chaud de la boulangerie au coin, mélangé à l'odeur d'échappement du bus qui passait. Le bruit des scooters, des conversations pressées, des volets qu'on ouvre. Un matin ordinaire dans une ville qui ne se doute de rien. Nous avons marché jusqu'à l'école élémentaire à 5 minutes à pied. Une école de quartier comme tant d'autres, avec son portail vert, sa cour bétonnée, les dessins accrochés derrière les vitres de la cantine. Devant le portail, les mêmes silhouettes que tous les jours. Des parents avec un café à la main, des mères en legging, des pères en costume avec un laptop sous le bras, des grands-parents qui tenaient leurs petits-enfants par la main avec une patience fatiguée. Louis sautilla entre nous, tenant nos 2 mains. « Aujourd'hui, on va finir le projet sur la mare », a-t-il annoncé fièrement. Et maîtresse a dit que je lisais de mieux en mieux. Elle s'appelait Madame Dupuis. La première fois que j'ai entendu son nom, il n'évoquait rien de particulier, juste un autre adulte dans la vie de mon fils. Une figure d'autorité concrète, presque abstraite, comme la maîtresse, la directrice. Une personne que tu choisis de considérer comme fiable parce qu'elle travaille avec des enfants et qu'elle porte un sourire rassurant. Aujourd'hui, son nom résonne comme une fracture dans ma bouche, un point sensible qu'on ne peut pas toucher sans réveiller la douleur. Nous avons déposé Louis devant le portail. Il s'est retourné, nous a fait un grand signe de la main avant de disparaître dans la cour. Il avait ce sourire large, innocent, qui donne l'impression que rien de mauvais ne peut arriver tant qu'il existe.
Si vous figiez cette scène sur une photo, vous verriez une petite famille normale. Un père, une mère, un enfant. Vous ne verriez pas la version future de moi, assise des semaines plus tard, dans le silence d'un salon vidé de sa confiance, en train de remonter mentalement chaque détail de ce matin-là pour tenter de comprendre où tout avait commencé à se fissurer. Sur le chemin du retour, Julien m'a parlé de son boulot, des clients difficiles, des objectifs, d'un chef de service un peu tyrannique. Il travaille dans une petite agence de communication, à Pardieu, avec des horaires qui débordent souvent sur la soirée. Je hochais la tête, je posais les questions qu'on pose par habitude. Tu as beaucoup de réunions aujourd'hui, ils t'ont enfin validé ce projet, tu es fatigué. Il a ri, un peu, puis il a dit qu'il faudrait qu'on parte un week-end, juste tous les deux, quand ce sera plus calme. Ce moment de calme n'est jamais arrivé. En revanche, quelque chose d'autre s'est installé. Ce que je me rappelle surtout, ce sont les jours où j'ai commencé à ressentir que l'atmosphère de l'appartement avait changé. Comme lorsqu'on entre dans une pièce où une dispute vient de se terminer, même si tout le monde se tait et fait semblant de rien. L'air semblait plus dense, chargé d'une tension qu'aucun mot ne venait expliquer. Julien regardait son téléphone plus souvent. Il souriait sans raison apparente devant l'écran, puis bloquait rapidement l'accès en voyant que je passais derrière lui. Il passait plus de temps dans la salle de bain, la porte fermée, le portable avec lui, alors qu'avant il le laissait traîner partout. Rien de spectaculaire, juste une accumulation de détails, trop petits pour être des preuves et trop insistants pour être ignorés. Nous avions survécu à des choses difficiles. Un licenciement, des fins de mois compliquées, des nuits blanches quand Louis faisait ses dents. Jamais je n'avais douté de sa loyauté. La fidélité n'avait jamais été un sujet entre nous. Elle allait de soi, une évidence tranquille. Je pensais naïvement que l'infidélité appartenait aux autres. Aux histoires de collègues racontées devant la machine à café. Aux séries Netflix. Aux cousins lointains dont on parle en secouant la tête avec une indignation confortable. Je n'imaginais pas que ça puisse glisser, comme ça, dans ma propre vie, par une fissure si fine que je n'avais même pas vu qu'elle existait. Et pourtant, la première fois que j'ai entendu la voix de Madame Dupuis, ce n'était pas dans la cour de l'école, c'était au téléphone. Une semaine après la rentrée, j'ai reçu un mail sur l'ENT, la plateforme de l'école. Un message général pour les parents, puis une petite note personnelle pour nous. Elle voulait nous dire que Louis s'intégrait bien, qu'il était un enfant sensible et curieux, très attentif aux autres. À la fin du message, elle ajoutait qu'elle se tenait à notre disposition si nous avions la moindre inquiétude. J'ai répondu rapidement pour la remercier. Elle a demandé si elle pouvait m'appeler. Nous avons échangé quelques minutes. Sa voix était douce, posée, chaleureuse. Elle parlait de mon fils comme si elle l'aimait déjà un peu. Comme si la classe n'était pas qu'un travail, mais un petit monde qu'elle prenait à cœur. « Merci d'avoir élevé un petit garçon aussi gentil », m'a-t-elle dit. En raccrochant, j'avais le sourire. J'étais rassurée, reconnaissante, c'est ce que j'avais ressenti. Je repense souvent à ce coup de fil en me demandant si, à ce moment-là déjà, quelque chose se mettait en place sans que je le sache. Si, à travers cette ligne téléphonique, une femme que je ne connaissais pas avait déjà un pied dans ma vie. C'est drôle comme notre cerveau peut recoder un souvenir en fonction de ce qu'on apprend plus tard. Ce qui ressemblait à un moment anodin devient une scène clé, un avertissement que l'on n'a pas su décoder. Je ne l'avais jamais rencontré en face à face jusque-là. Je ne travaille pas loin de l'école, mais c'est souvent Julien qui déposait Louis le matin. Moi, je finissais plus tôt et j'allais le chercher le soir. La première fois que je l'ai vu, c'était un mardi. Je suis arrivée un peu en avance parce qu'il pleuvait et que la circulation était moins fluide. Je me suis abritée sous le petit auvent près du portail pendant que les enfants terminaient leur journée. Quand la cloche a sonné, la porte de la classe de Louis s'est ouverte et les parents se sont rapprochés. Certaines mères se connaissaient déjà. Elles parlaient de danse, de foot, de sorties au parc. Des pères regardaient leur téléphone en attendant de voir apparaître la tête de leur enfant. Et puis, je l'ai vue, Madame Dupuis. Elle était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 35 ans. Une robe simple, bleu nuit, un gilet gris sur les épaules, les cheveux attachés en un chignon un peu flou. Elle avait ce genre de visage qui inspire immédiatement confiance. Aucun trait spectaculaire, mais un ensemble harmonieux, lumineux, apaisant. Un de ces visages qui donne envie de lui parler, de lui confier des choses. Elle était penchée vers une petite fille en larmes, un genou à terre pour être à sa hauteur, la main posée sur son épaule avec un geste rassurant. Sa voix restait calme, son sourire doux, comme si rien ne l'agaçait jamais vraiment.
Louis est sorti vers moi, tout fier, un dessin à la main. C'est toi la maman de Louis, n'est-ce pas a demandé la maîtresse en s'approchant. Oui, c'est moi, ai-je répondu. Elle s'est présentée, m'a dit quelques mots sur la journée de mon fils, sur sa curiosité, sur sa façon d'aider les autres. J'ai souri, heureuse d'entendre du bien de lui. À ce moment précis, elle n'était pour moi qu'une bonne enseignante, investie, attentive, une chance pour mon fils. Si quelqu'un m'avait soufflé à l'oreille qu'un jour cette femme deviendrait le centre de mon cauchemar, je l'aurais sans doute trouvé cruel. Le soir même, à table, Louis nous a raconté sa journée. Il parlait vite, comme toujours, les yeux brillants. Il a évoqué un moment où papa a fait rire maîtresse tellement fort qu'elle a mis sa main devant la bouche pour arrêter. J'ai levé les yeux vers Julien. Il a haussé les épaules, un sourire un peu trop rapide au coin des lèvres. J'ai juste fait une blague idiote, a-t-il dit. Rien de spécial. Comment ça, rien de spécial, alors que mon fils en parlait à table en riant encore? C'est là, je crois, que quelque chose s'est mis à bouger en moi. Pas de la jalousie, pas encore, juste une petite alerte, une ligne discrète qui se dessinait entre elle et nous. J'ai observé Julien pendant que Louis continuait son récit. Il regardait son assiette, jouait avec sa fourchette, riait au bon moment, mais son rire sonnait un peu trop sec. Son regard fuyait un peu trop le mien. Ce n'était rien, et en même temps, c'était déjà beaucoup. Je n'ai rien dit ce soir-là, je n'avais aucune preuve. Et puis, autour de la table, il y avait notre fils, avec ses joues encore couvertes de sauce tomate, qui ne méritait pas d'être le témoin de mes premières inquiétudes. Cette nuit-là, pourtant, allongée à côté de Julien, j'ai repensé à cette histoire de blague. À la description de Louis, à la manière dont il avait imité la maîtresse, la main devant la bouche, la tête légèrement penchée en arrière. J'entendais encore sa petite voix qui disait, avec innocence, « Elle a rigolé comme ça », sans comprendre ce qu'il m'offrait sans le savoir. Une première image, un premier détail. Je me suis tournée vers Julien. Il était à côté de moi, en train de faire défiler des choses sur son téléphone dans la lumière bleutée de l'écran. « Tu ne dors pas ?» il a demandé sans me regarder. Pas tout de suite. Je me suis demandé à qui il écrivait, ce qu'il lisait, pourquoi il souriait parfois, discrètement. Je me suis demandé s'il avait repensé à la blague de l'après-midi en se brossant les dents. « Tu ne trouves pas qu'on est un peu bizarre ces derniers temps ?» ai-je murmuré. Il a froncé les sourcils, toujours tourné vers son écran. Bizarre comment? Je n'ai plus rien dit. J'ai secoué la tête, j'ai parlé de fatigue, de travail, de la rentrée de Louis qui m'épuisait. Il a hoché la tête, rassuré par ma réponse, puis il a posé son téléphone sur la table de nuit, l'écran tourné vers le bas, comme il le faisait de plus en plus souvent. Le lendemain, je me suis réveillée avec la sensation d'avoir franchi une frontière invisible. Ce n'était plus seulement une impression vague, c'était un début de doute, un petit caillou coincé dans la chaussure, impossible à ignorer à chaque pas. Les jours ont passé, rien n'explosait. Il n'y avait pas de scène théâtrale, pas de coup d'éclat soudain, juste un glissement progressif. Un mercredi, j'ai reçu un nouveau message sur l'ENT. Un mail collectif pour rappeler la réunion parents-professeurs, accompagné d'un court paragraphe personnalisé pour chaque famille. Dans le nôtre, un compliment sur la participation de Louis, sur son sérieux, puis, tout en bas, une signature détaillée. Madame Élodie Dupuis, professeure des écoles, école élémentaire Jean Moulin. Sous la signature, sa photo. Elle ne ressemblait pas à l'image floue que je m'étais faite d'elle. Elle paraissait plus jeune que lorsqu'elle était dans la cour, sans ce sérieux que donne la responsabilité d'une classe entière. Sur la photo, elle souriait franchement, les cheveux lâchés, un fond de bibliothèque derrière elle. Des livres de pédagogie probablement, une plante verte, une petite affiche colorée. Je suis restée longtemps à regarder cette photo. Pas parce qu'elle me faisait peur, parce qu'elle me rendait quelque chose de plus concret. Ce n'était plus seulement la maîtresse de Louis. C'était une femme, avec un visage, des yeux clairs, un sourire, une vie. Je me suis demandé ce qu'elle lisait le soir, si elle vivait seule, si elle avait un compagnon, si elle rentrait chez elle en corrigeant des cahiers dans le métro. Je me suis demandé si elle aimait le vin rouge, si elle allait au cinéma, si elle avait un rire bruyant ou discret. Je ne savais pas encore que ces questions allaient se transformer en obsession. Quelques jours après ce mail, j'ai terminé plus tôt et j'ai décidé de passer à l'école sans prévenir. Je me suis dit que j'irais voir l'enseignante pour discuter un peu de Louis, de son adaptation. Rien de suspect, rien de dramatique. Dans le couloir, l'odeur de peinture et de craie se mélangeait à celle des vieux radiateurs. Des affiches sur la sécurité routière, des dessins d'animaux, des lettres de l'alphabet décorées par les enfants. Les voix des classes se mêlaient en un brouhaha lointain.
Je me suis approchée de la porte de la classe de Louis. Elle était ouverte. Les enfants lisaient par petits groupes. Madame Dupuis était penchée au-dessus d'une table, aidant un élève à déchiffrer une phrase. J'allais entrer quand je l'ai vu. Julien, appuyé contre le mur du couloir à quelques mètres de la porte, les mains dans les poches. Il portait un jean et une chemise, pas le costume habituel de ces réunions. Il n'était pas venu pour déposer un dossier à un client. Il était venu ici. Il n'avait rien dit. Il ne m'avait pas envoyé de message. Et pourtant, il était là, un mercredi après-midi, dans un couloir d'école. Une chaleur brûlante m'est montée dans le ventre. Je suis restée un instant invisible, à moitié cachée derrière une affiche sur les bons comportements en classe. Je l'ai observé. Il ne regardait pas les enfants. Il la regardait, elle. Madame Dupuis est sortie quelques minutes plus tard pour aller chercher quelque chose dans l'armoire du couloir. Quand elle a vu Julien, son visage s'est éclairé d'un sourire différent. Pas le sourire professionnel et chaleureux qu'elle réservait aux parents, un sourire plus intime, plus doux. Elle a baissé la voix, s'est approchée un peu. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils se disaient, mais je voyais leurs expressions. Lui, légèrement penché vers elle, un sourire timide au coin des lèvres. Elle, les mains légèrement serrées devant elle, comme si elle retenait un geste qu'elle n'osait pas faire. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, probablement quelques secondes. Ça m'a suffi. Quand elle a remarqué ma présence, elle a aussitôt repris son ton professionnel. « Bonjour, vous êtes la maman de Louis, c'est ça ?» a-t-elle dit, comme si Julien n'était pas là. « Oui. » Julien s'est retourné, surpris, presque trop. « Je passais dans le coin, a-t-il dit. J'ai pensé que je pouvais venir voir comment ça se passait pour Louis. » Je connaissais suffisamment son emploi du temps pour savoir que ce n'était pas vrai. Je n'ai pas réagi. Pas là, pas devant elle, pas dans ce couloir où des enfants circulaient encore avec des feuilles à la main. Sur le chemin du retour, j'ai posé des questions simples. « Tu m'avais pas dit que tu venais à l'école ?» C'était improvisé. « Tu as pu parler avec la maîtresse ?» Il a haussé les épaules. 2 minutes, rien de spécial. Rien de spécial. Ce soir-là, j'ai attendu qu'il s'endorme pour prendre son téléphone. Je n'avais jamais fait ça auparavant, jamais. Je n'avais jamais eu besoin de vérifier quoi que ce soit. J'avais confiance en lui, comme on a confiance en la gravité. C'était là, ça ne se discutait pas. Mais cette nuit-là, alors qu'il dormait sur le côté, la bouche légèrement ouverte, je ne voyais plus l'homme que j'avais épousé. Je voyais quelqu'un qui mentait, qui me mentait, qui mentait à notre fils, qui mentait à lui-même. Son téléphone était posé sur la table de nuit, branché à son chargeur. Je l'ai pris, le cœur étonnamment calme, mes mains étonnamment stables. J'ai entré le code, mon anniversaire, le même depuis des années. L'écran s'est déverrouillé. Le fait que le code n'ait pas changé m'a fait mal. Une partie de moi aurait presque préféré être stoppée dès le départ. Qu'il ait mis un nouveau mot de passe aurait confirmé brutalement ce que je craignais. Là, il me laissait entrer sans même s'en rendre compte, comme si, dans sa tête, la possibilité que je fouille ne faisait même pas partie du décor. Je suis allée dans les messages. Au début, tout semblait normal. Sa mère, son frère, des collègues, des conversations sur des réunions, des blagues sur le foot, des échanges avec un ami à propos d'un dîner à organiser. Rien qui ne détonne. Puis, en faisant défiler, j'ai vu un numéro sans nom. Juste un numéro. Et dessous, en aperçu, cette phrase. « Merci d'être resté après la classe aujourd'hui. Ça m'a fait plus de bien que tu ne crois. » J'ai ouvert la conversation. Ce n'était pas un long fil de messages, quelques échanges seulement, mais chaque mot pesait le double de son poids. « Merci pour l'autre jour. Parler avec toi m'a vraiment soulagée. » Réponse de Julien. « C'est normal. Si je peux t'aider, je suis là. » Puis, « Tu as toujours les mots qu'il faut. Je ne sais pas comment tu fais. » Réponse. « Je suis content si je peux rendre ta journée un peu plus légère. » J'ai relu cette phrase plusieurs fois. Une journée un peu plus légère. Ce genre de phrase qu'il ne m'écrivait plus depuis longtemps, qu'il ne m'avait peut-être jamais écrite. Je suis remontée un peu dans la conversation. Un message d'elle, envoyé en fin d'après-midi. « Je me sens vraiment en confiance avec toi. Ça me surprend. » Réponse de Julien. « Moi aussi, c'est simple avec toi. » Simple, avec toi. Il n'y avait rien de sexuel dans ces messages, rien de clairement romantique, mais il y avait ce glissement, cette intimité qui s'installe, discrète, sous couvert d'écoute, de soutien, de confidence.
Un autre message, le plus récent. J'espère ne pas avoir dépassé les limites aujourd'hui. Je te fais confiance. Peut-être un peu trop. Je n'avais pas besoin d'en lire davantage. Je me suis vue refuser d'y croire encore, chercher 1000 explications. Peut-être qu'elle traversait un divorce. Peut-être qu'elle avait besoin d'un parent d'élève comme appui pour un problème avec la direction. Peut-être que... Non. La vérité était là, nue, dans le ton de leurs échanges, dans cette complicité déjà trop installée pour être innocente. Ils avaient franchi une première frontière, celle de l'âme. Je n'avais pas encore la preuve d'une trahison physique, mais l'émotionnel était déjà en route. J'ai reposé le téléphone, doucement, exactement là où il était. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai fermé la porte, j'ai ouvert le robinet pour couvrir les sanglots qui montaient. Je me suis penchée au-dessus du lavabo, les mains agrippées au bord, en laissant tomber mes larmes dans le filet d'eau. Je ne me suis pas effondrée bruyamment, c'était silencieux, dense, comme si quelque chose se déchirait à l'intérieur sans un seul son. Quand je suis revenue dans la chambre, Julien dormait toujours. Je me suis couchée à côté de lui, sans le toucher. Je n'avais plus peur d'avoir tort, je commençais à avoir peur de tout ce que j'allais découvrir. Le lendemain, j'ai demandé un après-midi de congé à mon travail. J'ai inventé un rendez-vous médical. En réalité, je savais exactement où j'allais. À l'école, vers le centre de gravité de tout ce qui était en train de se produire. En arrivant devant le portail, j'ai ressenti cette étrange impression d'être à la fois à ma place et étrangère. C'était l'école de mon fils, un lieu que je connaissais, et pourtant quelque chose en moi se sentait comme intruse, comme si j'avais franchi une ligne que les autres parents ne franchissaient pas. Je suis entrée, j'ai salué la secrétaire, inventé une histoire sur un dossier que j'aurais oublié, puis je me suis dirigée vers le couloir des classes. À cette heure-là, les enfants étaient en activité calme. Les voix flottantes se mêlaient derrière les portes closes. En approchant de la salle de Louis, j'ai entendu un silence particulier, un silence habité. La porte d'une petite salle, au bout du couloir, était entr'ouverte. Je me suis arrêtée à distance, mon cœur, cette fois, battant fort. À travers l'interstice, je l'ai vu, Julien, debout, face à quelqu'un que je ne voyais pas encore. Sa posture n'avait rien de formel. Il ne se tenait pas comme on se tient devant un supérieur, ni comme on discute avec une collègue. Il avait ce relâchement propre à l'intimité. Une main dans la poche, l'autre qui esquissait des gestes sans trop d'angle. Ses épaules étaient détendues. Puis elle est apparue, Madame Dupuis. À côté de lui, la tête légèrement inclinée, les bras croisés sur la poitrine, comme si elle tentait de se protéger, mais un sourire fragile sur les lèvres. Je ne pouvais toujours pas entendre ce qu'il disait, mais à cet instant-là, j'aurais pu jurer que je voyais les mots sortir de leur bouche. Elle l'a regardé avec une intensité qui n'avait rien à voir avec la relation maîtresse-parent d'élève. Ses yeux brillaient d'une chaleur familière, d'une sorte de confiance blessée qui cherchait refuge. Et lui, il buvait ce regard. Je l'ai vu dans la manière dont il penchait légèrement la tête vers elle, dans cette douceur que je ne voyais plus quand il me regardait moi. Il n'y avait pas de contact physique, pas de baiser volé, pas de main tenue. Et pourtant, la scène avait quelque chose de plus violent que si je les avais surpris enlacés. Parce que ce que je voyais là, c'était le moment où deux personnes se choisissent, au-delà des limites, au-delà des conséquences. Un détail m'a transpercé. À un moment, elle a posé sa main sur son poignet. Un geste infime. Une seconde, mais sa main est restée juste assez longtemps pour que ce ne soit pas un simple réflexe. Et lui n'a pas reculé. Je suis restée figée, incapable de bouger, comme si le moindre bruit de ma part allait cristalliser la scène pour toujours. Quand enfin j'ai réussi à faire un pas en arrière, mes jambes tremblaient. Je suis sortie par une autre porte, le cœur en morceaux, la gorge serrée, les yeux brûlants. Je me suis assise dans la voiture, sur le parking, sans démarrer. Il y a des instants qui se gravent si profondément qu'ils modifient la façon dont on perçoit le temps. Celui-là en faisait partie. L'avant et l'après se séparaient clairement. Avant, j'étais une femme mariée qui doutait. Après, j'étais une femme mariée à un homme qui me trompait. Si ce n'était pas encore avec son corps, c'était déjà avec son cœur. En rentrant ce soir-là, je n'ai rien dit, pas tout de suite. Je me sentais à la fois trop fragile et trop lucide. Si je le confrontais sur le moment, j'aurais explosé.
J'avais besoin d'arriver à cette discussion avec plus que de la colère. J'avais besoin d'y arriver avec une précision froide. Le soir, à table, j'ai observé chaque mouvement de Julien. Il parlait peu, picorait son assiette. Lui racontait sa journée d'école, parlait d'un nouvel exercice de maths, d'un copain avec qui il s'était disputé dans la cour. Julien hocha la tête de temps en temps, répondit distraitement. Et puis, à un moment, son téléphone a vibré sur le buffet. Juste une fois. Il s'est levé trop vite, l'a pris, a regardé l'écran et ses lèvres se sont légèrement détendues. Un petit sourire, un tout petit, mais je crois que j'aurais pu le voir même dans le noir. « Qui est-ce » ai-je demandé calmement. « Un collègue. » Je ne sais pas si c'est le mensonge ou la rapidité avec laquelle il est venu qui m'a fait le plus mal. Ce soir-là, je ne lui ai pas demandé de prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas demandé à voir l'écran. J'ai simplement emmagasiné ce mensonge de plus. Un de plus dans une accumulation qui commençait à écraser tout le reste. J'ai pris ma décision dans la nuit. Le lendemain matin, quand Louis est parti à l'école avec son père, j'ai rangé la cuisine avec des gestes lents, précis, presque méthodiques. J'ai essuyé la table, aligné les chaises, replié le torchon, puis je me suis assise. Je n'allais pas attendre un baiser surpris dans une voiture ou une facture d'hôtel. Je n'allais pas attendre qu'il franchisse une limite supplémentaire pour considérer que la trahison était réelle. Elle l'était déjà. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de reprendre le contrôle. Quand Julien est rentré du travail, tard, je l'attendais dans le salon. Je n'avais pas allumé la télévision, juste la lampe près du canapé. Une lumière douce, presque trop calme pour ce qui allait se passer. Lorsqu'il a posé ses clés sur le meuble de l'entrée, il m'a vue. « Tu ne dors pas » a-t-il demandé. « Non. » Il s'est avancé prudemment. « Tout va bien. Assieds-toi. » Il a hésité un moment, puis il s'est laissé tomber sur le canapé en face de moi. Il avait cette façon de se tenir un peu de travers quand il était mal à l'aise. Une jambe qui tressaille, un doigt qui joue avec l'ourlet de sa manche. « Je t'ai vu à l'école, hier » ai-je dit. Son visage s'est figé à peine une seconde. « À l'école » ? Oui, dans une petite salle, au fond du couloir, avec Madame Dupuis. Il a blêmi légèrement. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Ces mots m'ont presque fait rire. Ils étaient tellement prévisibles, tellement ridicules face à ce que j'avais vu, lu, senti. « Alors explique-moi ce que je crois, ai-je répondu. Elle traversait une période difficile, a-t-il commencé. Elle avait besoin de parler. Je suis juste restée pour l'écouter. Parce que t'es un saint, peut-être. Il a serré la mâchoire. Tu exagères. Je ne crois pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'exagère pas quand je te dis que je t'ai vu avec elle. Je n'exagère pas quand je te dis que je t'ai entendu mentir. Je n'exagère pas quand je te dis que j'ai lu vos messages. Il a sursauté. Tu as fouillé dans mon téléphone ? Oui. Il y a eu un silence. Ses yeux se sont remplis de colère, pas de honte. Qu'est-ce que tu croyais trouver ? Ce que j'ai trouvé, ai-je dit doucement, une intimité qui n'a rien à faire là. Une femme qui t'écrit qu'elle te fait confiance, peut-être un peu trop. Un homme qui répond que c'est simple avec elle. Des rendez-vous à l'école qui n'ont rien à voir avec notre fils. Des mains sur des poignets. Des regards qui n'appartiennent pas à une maîtresse et au père d'un élève. Il a détourné le regard. Sa respiration s'est accélérée. Je n'ai jamais couché avec elle. Je n'ai pas demandé si tu avais couché avec elle. Il m'a regardé surpris. Ce qui me fait mal, ce n'est pas ce que ton corps a fait, ai-je dit. C'est ce que ton cœur a laissé faire. C'est l'espace que tu lui as donné. C'est la place que tu m'as retirée sans même me prévenir. Il a fermé les yeux, a posé ses coudes sur ses genoux, a enfoui son visage dans ses mains. « Je ne sais pas comment on en est arrivé là » a-t-il murmuré. Moi, si. Je me suis entendu dire des choses que je n'avais jamais formulées avant ce soir-là. Que depuis des mois, il se déconnectait, qu'il rentrait fatigué, absent, qu'il souriait plus à son téléphone qu'à son propre fils quand il lui montrait un dessin, qu'il avait laissé notre couple devenir un couloir par lequel il passait sans même regarder les murs. « Elle m'écoute » a-t-il lâché soudain. Sa voix s'était brisée. Elle m'écoute quand je parle. Elle ne me regarde pas comme si j'étais juste en train de me plaindre. Avec elle, j'ai l'impression d'exister autrement, de respirer. Chaque mot entrait en moi comme un éclat de verre. Donc, avec moi, tu as l'impression d'étouffer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est pourtant ce que tu as dit. Il s'est levé, a fait 3 pas, puis est revenu s'asseoir. On n'a jamais décidé quoi que ce soit, a-t-il commencé. Ce n'était pas prévu. C'était juste
Agréable de parler à quelqu'un qui ne me connaît pas depuis 15 ans, qui ne sait pas tout de moi, qui ne me renvoie pas mes erreurs passées au visage. J'avais l'impression d'écouter un adolescent pris en faute plus qu'un homme de 40 ans. Mais ce qu'il disait faisait mal parce que je reconnaissais nos routines, nos phrases toutes faites, nos rancœurs accumulées. Tu avais le droit d'être malheureux, ai-je dit. Tu avais le droit de te sentir étouffé. Tu avais le droit de me le dire. Ce que tu n'avais pas le droit de faire, c'était d'aller chercher ton oxygène dans la classe de notre fils. Je l'ai vu comprendre d'un seul coup ce que ça impliquait vraiment, que cette femme n'était pas n'importe quelle femme, qu'elle était liée à notre enfant, qu'elle se tenait chaque jour devant lui comme un repère, alors qu'elle avait choisi de trahir ses parents. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» a-t-il demandé, la voix rauque. « La couper de ta vie » ai-je répondu, immédiatement, pas progressivement, pas en douceur, maintenant, et tu ne mets plus les pieds dans cette école sans moi. Il a hoché la tête, lentement. Je vais demander un changement d'école, pour lui, ai-je ajouté. Il a relevé la tête, choqué, mais ce n'est pas lui qui... Justement, ce n'est pas à lui de supporter vos conneries, ce n'est pas à lui de sentir cette tension tous les jours en classe, ni de voir ton visage et le sien dans le même cadre. Tu as choisi de mettre le feu à quelque chose de sacré, moi, je choisis de l'en sortir. Le silence a de nouveau envahi la pièce. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là, face à face, à mesurer l'étendue de ce qui venait de se passer. Je ne lui ai pas demandé de partir ce soir-là. Je ne lui ai pas dit que tout était fini. Je n'avais pas encore décidé. La seule chose que je savais, avec une clarté absolue, c'est que plus rien ne reviendrait à ce qu'il y avait avant, qu'il avait détruit quelque chose d'invisible mais essentiel. Cette certitude tranquille qu'on a quand on s'endort aux côtés de quelqu'un en se disant qu'il n'y a personne d'autre dans son cœur. Après notre conversation, je suis allée dans la charne de Louis. Il dormait, son doudou serré contre lui, les cheveux en bataille sur l'oreiller. Sa respiration régulière remplissait la pièce d'une paix à laquelle je n'avais plus accès. Je me suis assise au bord de son lit et j'ai posé ma main sur son dos. « Je te promets que je te protégerai, » ai-je pensé. « Même de ton propre père, s'il le faut. Même de ta maîtresse, surtout d'elle. Je te promets que tu ne seras pas le dommage collatéral de ce que les adultes ont décidé de faire avec leurs désirs et leurs frustrations. » Dans le couloir, j'ai entendu les pas de Julien. Il s'est arrêté un instant devant la porte, comme s'il allait entrer. Puis, il a continué vers la chambre. Je ne lui ai pas parlé de ce que j'ai ressenti à cet instant précis, ce mélange de chagrin et de lucidité. La conscience aiguë que ce qui l'avait brisé n'était pas seulement notre couple, mais aussi la façon dont je le regarderais à jamais, même si je décidais de lui pardonner. Je suis restée là, dans la pénombre, à écouter mon fils respirer. Je ne savais pas encore si j'allais repartir de zéro, seule, ou tenter de reconstruire quelque chose sur les ruines de notre mariage. Ce que je savais, en revanche, c'est que ce n'était plus lui qui allait écrire la suite de mon histoire. C'était moi. Et cette prise de conscience, malgré la douleur, avait quelque chose d'étrangement apaisant. La trahison ne disparaît pas parce que la personne qui a trahi regrette. Elle reste. Elle imprègne les murs, les souvenirs, les gestes. Elle oblige à regarder sa vie en face, sans masque, sans illusion. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, le silence en moi m'appartenait de nouveau. Il ne me faisait plus peur. Il était la page blanche sur laquelle il me restait à décider quoi écrire.